Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de cette émission. L'eurodéputé Christophe Grudler sera notre invité, l'occasion de s'intéresser avec lui à l'énergie nucléaire. Elle représente un quart de la production totale d'électricité dans l'Union européenne. Ce jour-là, le 14 juin 1985, la signature de l'accord de Schengen entre la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Les superstitions en Europe avec Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions chez L'Opportun. On vous parlera des traditions liées au blé. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Bonjour Cécile Combette-Murin. Bonjour. Vous êtes la responsable du bureau de la région Normandie à Bruxelles. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour une région française d'être représentée ici à Bruxelles ? Alors je dirais pour deux raisons principales. La première, c'est que Bruxelles, c'est un centre de décision. Un centre où se décident des textes législatifs qui vont avoir un impact très important sur l'ensemble des territoires des États membres, qu'il s'agisse par exemple de la politique agricole commune. Là, on est en pleine actualité puisque les trois règlements qui constituent donc la future politique agricole commune qui va rentrer en vigueur en 2023 viennent d'être adoptés définitivement par le Parlement européen la semaine dernière. Donc voilà, pour vous citer l'exemple d'une politique européenne qui concerne de manière très, très importante la Normandie. Et puis Bruxelles, c'est aussi un centre de financement, puisque c'est ici que sont octroyés un certain nombre de financements qui découlent de programmes européens que nous essayons de suivre ici à l'antenne. Vous avez plusieurs missions ici à Bruxelles. La première, on imagine que c'est de faire le lien entre la région et les décisions prises ici. Dès qu'il y a une décision importante prise ici pour la région qui la concerne, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors effectivement, cette mission que je qualifierais, ou ce rôle que je qualifierais d'interface entre la région, donc le territoire régional et Bruxelles et les institutions européennes, c'est ça qui définit en fait notre présence ici. Après, c'est une mission qui se décline en plusieurs volets. Alors, on est d'abord là pour faire de la veille sur l'évolution des politiques et des programmes européens qui peuvent avoir un impact sur le territoire régional. Donc, quand il y a l'adoption d'un texte législatif, par exemple, ou la sortie d'un nouveau programme de financement, eh bien, on alerte de la façon la plus claire, la plus pédagogique possible, en évitant de jargonner, comme on le fait beaucoup dans la bulle bruxelloise, comme on l'appelle. Donc, on alerte nos interlocuteurs en région. Donc, d'abord, sont les directions du Conseil régional, les différentes directions du Conseil régional, et puis les acteurs du territoire de la région Normandie avec lesquels nous sommes en contact. Il faut savoir qu'on a une particularité en Normandie par rapport à d'autres bureaux de représentation régionaux français, c'est qu'il existe ce qu'on appelle la task force normande à Bruxelles, la task force normande auprès de l'Union européenne. C'est un partenariat régional qui a été voulu par le président de région, Hervé Morin, suite à son premier déplacement ici à Bruxelles en tant qu'élu tout début 2017. Et donc c'est un partenariat qui rassemble sous l'égide de la région une dizaine ou douzaine maintenant de structures du territoire régional, les 5 principales agglomérations normandes, les 3 chambres consulaires, les ports de Normandie, le MEDEF, les universités, etc. Et donc c'est beaucoup avec ces acteurs-là aussi qu'on travaille. Et c'est à ces acteurs-là, en fonction de la thématique, qu'on va diffuser de l'information sur ce qui se passe ici. Alors justement, sur les thématiques, donc on a parlé de la politique agricole commune, par exemple. Quelles sont les autres thématiques qui intéressent le plus la région de Normandie ? Alors, il y en a beaucoup. Je pourrais vous parler de pêche, parce qu'il y a une actualité, comme vous le savez, très très forte en ce moment, en lien avec le Brexit et la difficulté d'octroi des licences de pêche à nos pêcheurs, donc la politique commune des pêches, la politique de cohésion, c'est-à-dire la politique européenne qui vise à attribuer les fonds structurels dont le FEDER, la politique en matière d'infrastructures de transport,
qui va permettre d'octroyer des financements européens pour des projets importants du territoire normand, comme par exemple le projet de la Chatière sur le port du Havre. La politique en matière de recherche et d'innovation, qui va, là, pour la nouvelle programmation qui vient de commencer début 2021, permettre d'octroyer des financements, par exemple, pour l'adaptation des territoires européens au changement climatique. Voilà, donc potentiellement, le champ thématique qui nous intéresse est très large. L'Union européenne peut sembler loin, avec des dossiers parfois complexes. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour accompagner au mieux les projets normands ici à Bruxelles? Alors, déjà, je dirais, on essaye de dédramatiser. Parce que souvent, Bruxelles est vue effectivement comme quelque chose d'opaque, de compliqué, de lointain. Et pour ce faire, c'est toujours très intéressant de pouvoir accueillir ici des délégations de la région, mais des délégations très diverses, qu'il s'agisse par exemple d'agriculteurs, qu'il s'agisse de laboratoires de recherche, de services des agglomérations, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a, je parle au passé, puisque depuis mars 2020, c'est un peu plus compliqué. On a basculé plutôt sous le format des webinaires, mais on a vraiment très régulièrement et assez souvent accueilli des groupes d'acteurs normands ici à Bruxelles, pour leur faire rencontrer des fonctionnaires de la Commission, pour les faire aller au Parlement européen, rencontrer des députés, et ne serait-ce que visualiser un petit peu les choses, les bâtiments. Voilà, donc déjà, cette dédramatisation, c'est important parce que ça permet de plus avoir peur, j'allais dire, parce qu'effectivement, la première réaction, souvent, c'est de dire « Oh, l'Europe, c'est compliqué, c'est en anglais. » Et donc, on est là, nous, pour accompagner. Alors, quand il s'agit d'un projet qui recherche des financements européens, on va regarder dans quelle case ce projet pourrait potentiellement entrer, sachant que schématiquement, il y a deux grandes catégories de fonds européens. Il y a les fonds structurels, donc le FEDER, le FSE, le FEAMP pour la pêche, le fonds pour la transition juste, qui est un nouveau fonds qui va être mis en place. Donc là, ce sont plus nos collègues en région directement qui interviennent, puisque ce sont les conseils régionaux, comme vous le savez, qui ont la gestion de ces fonds, d'une grande partie de ces fonds depuis 2014. Mais la gestion, elle se fait directement sur le territoire, par nos collègues en région. Et nous, là, on suit les négociations qui aboutissent à l'adoption des règlements européens. Puis après, on intervient beaucoup moins. Et puis, il y a une deuxième catégorie de financements européens qui sont des financements sectoriels, c'est-à-dire ces financements qui découlent des programmes sectoriels de l'Union européenne, par exemple dans le domaine des infrastructures de transport. Vous avez un programme qui s'appelle le MIE, le Mécanisme pour l'interconnexion de l'Europe, qui va permettre de cofinancer, qui est doté de près de 25 milliards d'euros au total, et qui va permettre de cofinancer des projets d'infrastructures. Donc j'ai évoqué le projet de la Chatière en Normandie sur le port du Havre. Il y a des projets ferroviaires aussi qui ont pu bénéficier récemment encore de ce financement. Il y a un autre programme européen de financement qui est très important, qui est le programme Horizon Europe, qui est un programme dédié au financement de la recherche et de l'innovation, qui va beaucoup financer là, à partir de 2021 l'adaptation au changement climatique, la résilience climatique des villes, mais aussi la lutte contre le cancer, par exemple. Voilà, donc il y a un nombre assez important de programmes sectoriels européens, et ces programmes-là, à la différence des fonds structurels où on sait que la Normandie, pour l'entièreté de la période de programmation, c'est-à-dire pour 7 ans, bénéficie d'une telle somme, avec telle priorité, ces programmes sectoriels, ils fonctionnent d'une manière très différente. Ils fonctionnent par appel à propositions qui sont pilotés depuis ici, par la Commission, par les agences exécutives de la Commission européenne, et sans répartition géographique prédéterminée. Donc il faut avoir les meilleurs projets pour avoir accès à ces financements. Et donc là, nous, on peut accompagner déjà en identifiant le plus en amont possible l'appel à proposition qui va correspondre le mieux possible à une idée de projet régional qui nous est remontée, en aidant aussi le cas échéant à la recherche de partenaires, parce que souvent, pour avoir accès à ces financements sectoriels, il faut monter des partenariats
avec des porteurs de projets qui sont situés dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des partenaires en Allemagne, en Italie. En règle générale, c'est trois partenaires dans au moins 3 États membres. Donc encore faut-il avoir ces partenaires. Et nous, en étant ici, on est en réseau avec toutes les représentations régionales européennes. Il y en a beaucoup, il y en a plus de 160. Et on peut donc faciliter la recherche de partenaires européens. Et puis enfin, dans le cadre de ces appels à propositions, qui encore une fois sont des appels assez compétitifs, on est là aussi pour s'assurer que le projet qui sera déposé par des acteurs normands correspond bien à ce qu'attend la Commission européenne. Vous avez parlé des représentations régionales ici, vous partagez vos locaux avec la région Île-de-France, vous échangez régulièrement avec eux pour finir. Oui, bien sûr. Il y a des thématiques que l'on partage, notamment tout ce qui tourne autour de la valorisation de l'axe Seine et de la vallée de la Seine, donc sur certaines thématiques comme la thématique de l'hydrogène, par exemple, qui est une thématique qui monte très fortement en puissance à la fois en région, mais aussi ici à l'échelle européenne, avec des financements européens de plus en plus importants qui vont être dédiés au développement de l'hydrogène, notamment de l'hydrogène propre à partir donc de cette période de programmation. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels effectivement on échange avec nos collègues de l'Île-de-France, parmi d'autres sujets. Cécile Combette-Murin d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Je rappelle que vous êtes la responsable du bureau de la Normandie à Bruxelles. Avec plaisir. Zone Europe, ce jour-là. Ce jour-là, le 14 juin 1985, la signature de l'accord de Schengen entre la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Retour avec Europe Direct. À cause de la crise sanitaire, nous avons compris que certains aspects de notre vie et qu'on considérait comme acquis, notamment l'espace Schengen, ne tenaient qu'à un fil. Un fil, comme le fil barbelé très typique de frontières, où les autorités nationales exerçaient leur contrôle pour rejeter ceux qui n'avaient pas le droit d'y rentrer. Cette image est peut-être un peu caricaturale, mais il ne faut pas oublier que les frontières de ce type étaient une réalité entre les pays européens jusqu'à seulement il y a une quarantaine d'années. Oui, à un certain moment, nous avions raison de craindre que l'acquis de Schengen soit mis à mal par l'urgence sanitaire. Mais au fait, qu'est-ce que l'espace Schengen ? Pour le comprendre, il faut revenir au 14 juin 1985, quand la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont décidé de trouver un accord pour supprimer les frontières intérieures. Ces 5 pays se sont réunis pour rendre effective la liberté de circulation en supprimant les contrôles aux voyageurs. Cet accord porte le même nom que la ville où il a été signé, Schengen, une petite ville adossée aux verdoyantes collines luxembourgeoises et qui ne compte que 4000 habitants. Sa particularité, elle se trouve à l'extrémité méridionale du Luxembourg, à proximité du point de frontière avec la France et l'Allemagne. Dans cet espace, les voyageurs européens peuvent se déplacer librement d'un pays à l'autre. Il suffit tout simplement de se munir de sa carte nationale d'identité. Et même les ressortissants des pays tiers peuvent se déplacer d'un État membre à l'autre avec un seul visa, le visa Schengen, leur facilitant le séjour sur le territoire européen. En plus, les contrôles aux frontières extérieures sont renforcés pour garantir la sécurité dans toute l'Europe. En 1990, presque tous les pays européens adhèrent petit à petit à la Convention qui découle de cet accord. Et parmi eux, même des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Dans tous ces pays, les contrôles aux frontières sont démantelés et ne sont repris que de manière sporadique et exceptionnelle. Bien entendu, ces décisions de rétablir les contrôles sont parfois faites de manière unilatérale et injustifiée, ce qui peut pousser la Commission à recadrer les pays membres décidant d'y avoir recours. Il est important en effet que le principe de liberté de circulation ne soit pas remis en question. Dans tous les cas, il semblerait que Schengen ait fait ses preuves lors de la crise sanitaire, et on espère pouvoir revenir bientôt à la normale et voyager sans restriction. Il est peut-être temps de réfléchir sur sa prochaine destination. Zone Europe, l'invité politique. Bonjour Christophe Grudler. Bonjour. Vous êtes eurodéputé, membre du groupe Renew Europe au Parlement européen. Merci d'être avec nous dans Zone Europe. Vous êtes aussi membre de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie. Alors aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de l'énergie nucléaire. Dans l'Union européenne, il y a environ 125 réacteurs nucléaires actifs qui permettent de produire 26% de l'électricité dans l'Union européenne. En France, ce chiffre monte à 70% pour 56 réacteurs. Nous sommes en France l'un des pays les plus pro-nucléaires au niveau de l'Union européenne. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Écoutez, il y a une tradition en France qui est la tradition de l'autonomie stratégique par rapport
à la dépendance aux énergies fossiles notamment. Je rappelle que ça remonte presque au choc pétrolier des années 70, où pour se libérer du gaz naturel et du pétrole qu'on importait en fait, on a décidé de produire nous-mêmes notre propre énergie, notre propre électricité. Et donc la France a massivement investi dans les années 70 et 80 pour arriver à ce niveau de performance, qui fait qu'en fait d'autres pays ont également suivi. Et donc on a aujourd'hui une situation qui fait que, effectivement, au niveau électrique, on était à 70% dans le mix énergétique au profit de l'énergie nucléaire en France. Ce qui est un avantage, puisqu'en fait cette énergie est décarbonée. Il n'y a pas de dégagement de CO2 pour faire du nucléaire. Et donc par rapport à l'objectif du Green Deal, écoutez, on est en plein dedans et on a un avantage stratégique peut-être à exploiter. Alors, le président Emmanuel Macron a pourtant pris la décision de fermer l'EPR de Fessenheim au début du quinquennat, mais en lançant le plan France 2030, le président a exprimé son souhait de relancer l'industrie du nucléaire en France en construisant des nouveaux petits réacteurs. C'est une bonne chose, selon vous ? Alors oui, alors déjà petite précision, Fessenheim avait été acté avant la présidence d'Emmanuel Macron, et Fessenheim était la plus ancienne centrale nucléaire de France. Donc il faut voir quand même que les centrales sont là pour 40 à 50 ans, peut-être 60 dans certains cas, et qu'en fait il y a aussi une logique à réinvestir dans effectivement du matériel neuf. Et donc les annonces qui ont été faites par le président de la République à l'Élysée dans le cadre effectivement de France 2030 sont une excellente nouvelle. Alors il y a tout d'abord dans le cadre du plan de relance 500 millions d'euros qui vont être là pour justement ces SMR, Small Modular Reactor, donc nucléaire. Réacteurs nucléaires de petite puissance, et de l'autre côté, il y a également 500 millions d'euros pour la recherche et le développement, pour avoir du nucléaire plus performant, pour travailler également sur les déchets du nucléaire, parce qu'il faut évidemment les réduire, les recycler le plus possible, et peut-être ne plus en avoir du tout d'ici quelques années. Alors c'est une bonne étape, on va dire. C'est un bon début, puisque là, on est sur du SMR, c'est de la petite puissance, et derrière, il faut effectivement de la plus grande puissance. On connaît l'importance de l'industrie nucléaire en France, en termes d'emploi notamment. Le secteur compte plus de 220 000 salariés et 3 000 entreprises. C'est un savoir-faire qu'il faut préserver, qu'il faut continuer à soutenir. Bien sûr, le nucléaire, c'est la troisième filière industrielle française. Donc il faut évidemment le soutenir, comme l'automobile d'ailleurs, qui est en pleine mutation également en raison de l'arrêt programmé des moteurs thermiques. Donc il faut accompagner les secteurs en mutation. Et puis, il faut réinvestir massivement dans le nucléaire. On n'a pas le choix. La Commission européenne, pour atteindre le Green Deal en 2050, a donné un tableau avec une analyse qui dit qu'en 2050, il faudra dans l'Union européenne, dans le mix énergétique, au moins 12% d'énergie nucléaire si on veut pouvoir avoir un équilibre global des énergies pour totalement décarboner. Donc, si on n'a pas 12% de nucléaire, eh bien, on ne pourra pas réussir le Green Deal en 2050. Ça veut dire réinvestir, parce qu'en 2050, les centrales des années 70 ou 80 seront arrivées en fin de vie. Et donc, si on ne réinvestit pas dès maintenant pour des réacteurs qui ouvriront en 2040, donc ce n'est pas un objectif pour le Fit for 55 pour 2030, c'est un objectif pour 2050. Donc, on a vraiment besoin de le faire et de soutenir la filière. Le débat sur le nucléaire fait des vagues en France dans le cadre de la présidentielle 2022. À gauche, on souhaite sortir de cette énergie, sortir du nucléaire et miser sur d'autres énergies renouvelables notamment. L'eurodéputé et candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot appelle la France à cesser ce lobby insupportable pro-nucléaire. Vous avez, vous, l'impression, en tant qu'eurodéputé, de faire du lobbying pro-nucléaire ici au Parlement européen ? Alors, j'ai surtout l'impression qu'il y a un lobby insupportable anti-nucléaire. Et que ça, c'est une vraie catastrophe. Parce qu'au nom du dogme, on arrive à rejeter une énergie qui décarbone complètement. L'objectif du Green Deal était partagé par tout le Parlement. Donc, toutes les techniques qui décarbonent, avec une évaluation de l'impact environnemental, ce qui a été fait également pour le nucléaire. Et maintenant, on n'en veut pas, aux raisons du vieux dogme des années 70 qui disait que le nucléaire, c'était pas bien. Donc, c'est vraiment une bêtise de réfléchir comme ça. Moi, je souhaite la réussite du Green Deal et je ne souhaite pas opposer les énergies renouvelables au nucléaire. C'est l'un avec l'autre, c'est pas l'un sans l'autre. Donc, en fait, il faut un peu sortir de cette réflexion de la génération d'avant ou d'avant-avant encore, celle des années 70, et puis arriver à un discours moderne. Le discours moderne, c'est qu'on a besoin d'abord, effectivement, des énergies renouvelables, et comme elles sont intermittentes, elles ne permettent pas de fournir l'électricité à tout le monde en même temps, il faut derrière des énergies pilotables décarbonées. Et le nucléaire est une énergie pilotable décarbonée. Quand il n'y a plus de vent, eh bien on appuie sur un bouton et en quelques minutes, on arrive à avoir
de l'électricité pour tout le monde en évitant le blackout. Alors, ce sont les États membres qui choisissent de faire leur propre production d'énergie, donc qui ont la compétence pour la choisir. L'Allemagne a fait le choix de sortir, elle, petit à petit du nucléaire. Comment ça se passe? Quel retour vous avez pu échanger avec vos camarades eurodéputés allemands? Alors, moi, je suis toujours très triste quand je regarde l'Allemagne parce qu'il y avait de bonnes intentions, des choses très positives, comme notamment les parcs éoliens dans la mer Baltique. C'était vraiment très réussi. Mais à côté de ça, ils n'ont pas de réseau. Ils n'ont pas de réseau pour diffuser cette énergie renouvelable dans toute l'Allemagne. Comme ils ont souhaité sortir du nucléaire, ils ont redémarré des centrales à charbon, des centrales à gaz. Il y a une centrale à charbon toute neuve qui a été inaugurée en 2020. Donc, en fait, en voulant arrêter le nucléaire, ils sont obligés de redégager du CO2 et donc de polluer un peu plus la planète. Donc, en fait, il y a une réflexion actuellement en Allemagne qui est de dire peut-être que la fin de vie de nos centrales nucléaires, on va peut-être attendre... on voulait le faire en 2025, on va peut-être attendre 2030. Il y a aussi le même type de réflexion en Belgique. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut pousser la recherche et le développement, montrer que le nucléaire de demain, il peut être encore plus vertueux, qu'on peut maîtriser, réduire, voire supprimer les déchets après-demain. Il y a des travaux qui ont été faits comme ça sur les lasers notamment, qui permettent de traiter les déchets. Donc, il faut vraiment qu'on soit proactif là-dessus. C'est aussi pour ça qu'au niveau du Parlement européen, nous avons lancé notre intergroupe de réflexion sur l'avenir du nucléaire dans l'Union européenne pour permettre justement de sensibiliser tous les pays et puis tous les groupes politiques à cette problématique. Alors justement, en tant qu'eurodéputé, l'une de vos principales occupations, c'est de vous occuper de la législation pour améliorer les normes de sûreté applicables aux centrales nucléaires et à garantir que les déchets nucléaires soient traités et éliminés en toute sécurité dans l'Union. C'est aujourd'hui vos principales missions dans cette commission qui est dédiée à l'énergie. Alors, au niveau de la commission, donc recherche, industrie, énergie, il y a le mot recherche tout d'abord. Donc, on va d'abord travailler effectivement à trouver de nouveaux process, de nouvelles solutions. Et puis également, on va travailler à produire davantage d'électricité avec un minimum de combustible. Ça, c'est important. La première mission de notre commission énergie, c'est de fournir de l'électricité et du chauffage à tous les citoyens européens. Donc, il ne faut pas oublier cet objectif crucial. Pourquoi on le fait? Pour cette raison-là. Et parce que aussi la consommation d'énergie et d'électricité est aussi liée à la richesse des pays, parce qu'on en a besoin également pour faire tourner notre industrie. Donc on se bagarre là-dessus. On va bien sûr ne jamais transiger avec les questions de sécurité. Donc il faut faire vraiment de gros efforts pour la sécurité, mais il faut également faire de la recherche pour que l'innovation soit la plus performante et que tout le monde se rende compte que le nucléaire, ce n'est pas l'ogre des grands-parents dans les années 70, mais que c'est quelque chose d'extrêmement positif, à condition évidemment qu'il soit traité avec rigueur, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'ensemble des organismes qui travaillent à vérifier que tout se passe bien dans le domaine du nucléaire au sein de l'Union européenne. Le secteur nucléaire représente aussi un coût. Aujourd'hui, une bataille politique s'annonce entre les différents pays européens pro ou anti-nucléaires. L'enjeu, c'est faire entrer ou non l'énergie nucléaire dans la taxonomie verte européenne qui vise à classer des activités économiques qui permettent de délimiter celles qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental. Alors, j'imagine que vous militez pour que l'énergie nucléaire fasse partie de cette taxonomie verte européenne. Alors, effectivement, il n'y a aucune raison de retirer l'énergie nucléaire de la taxonomie. La taxonomie, en fait, je vous rappelle ce que c'est pas de l'argent public européen. La taxonomie, c'est un classement des énergies par rapport à l'objectif de décarbonation pour permettre à des capitaux privés de pouvoir investir dans ces domaines-là sur recommandation de banques d'investissement, par exemple. Donc, en fait, la place du nucléaire est bien dedans, puisque ça va nous permettre d'atteindre l'objectif de décarbonation en 2050. Donc évidemment, la taxonomie doit intégrer le nucléaire, et nous y veillons particulièrement. Il y a des lobbies antinucléaires très minoritaires, mais très agressifs, donc il va falloir qu'on s'organise et puis qu'on montre aussi à tout le monde que la voie du bon sens doit l'emporter sur la taxonomie. Merci beaucoup, Christophe Grudler, d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes eurodéputé, membre du groupe Renew Europe et membre de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie au Parlement européen. Zone Europe. Les superstitions en Europe avec Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions, petite encyclopédie des peurs et sagesse populaire chez L'Opportun. On s'intéresse cette semaine au blé. Toutes les traditions que l'on trouve en France sont souvent d'origine paysanne ou marine, parce qu'avant l'ère industrielle, on cultivait les champs pour vivre.
La première superstition qui me vient à l'esprit, c'est le blé. C'est celle qui est liée au blé, le blé qui porte bonheur. Donc, une des superstitions qui est toujours respectée aujourd'hui, quand les gens font construire une maison, le maître charpentier, quand la toiture est achevée, va installer au faîte de la maison une petite gerbe de blé. Donc ça, c'est porte-bonheur. Il y a aussi une autre tradition qui est d'aller cueillir, dès qu'il y a des champs de blé, des épis de blé pour en faire un petit bouquet porte-bonheur pour la maison. Selon les traditions, on va en mettre 7 ou 9, mais il faut que le blé soit absolument mûr. Pas de blé vert à l'intérieur, il ne serait pas porte-bonheur. Mais beaucoup de gens aujourd'hui encore offrent des petits bouquets de blé quand c'est l'été. Il y a une autre tradition qui consiste à offrir un pot avec du blé germé pour que vous le voyez pousser. Donc ça, c'est aussi un gage de bonheur si on a du blé qui pousse dans sa maison. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France.